Le livre a été écrit donc au Japon en 2012, où je suis parti à la Villa Kujuyama, qui est une résidence d'artistes du ministère des Affaires étrangères, la Villa Médicis au Japon, quoi. Où j'ai séjourné pendant 7 mois dans la ville de Kyoto. Pour partir là-bas, j'ai bien sûr fait un projet, donc j'avais déjà le projet d'un livre qui se passerait au Japon, qui serait une histoire de disparition. La genèse, c'était un article il y a des années dans la revue 21, qui parlait de ce phénomène des disparitions volontaires dans l'archipel. Et ça m'avait beaucoup intrigué, je trouvais ça étonnant, cette facilité à disparaître, le fait qu'il n'y ait pas d'enquête, qu'il y ait plein de dispositions légales qui permettent ça. À vrai dire, j'avais pas vraiment pensé au tsunami. Au départ, c'est quelque chose qui m'a complètement rattrapé sur place, parce que tous les gens que je rencontrais, on était moins d'1 an après la catastrophe, et tous les gens que je rencontrais, évidemment, ne me parlaient que de ça. Ils avaient été complètement... enfin, je veux dire, même les gens qui n'habitaient pas dans la province qui avait été touchée, tous les Japonais étaient profondément choqués, bouleversés, touchés, blessés, quoi. Et ça avait été un grand, grand traumatisme. Et du coup, moi, mon histoire d'évaporer, comment dire, elle devenait anecdotique au regard de tout ce que je découvrais sur place, de malheurs, de tragédies, de tristesse, de gens qui avaient disparu, corps et biens, qui étaient morts, ou qui avaient été obligés de fuir, abandonnant derrière eux une maison devenue invendable et qui n'était pas assurée contre les tsunamis. Il y a eu tout un travail d'enquête sur place autour de ces évaporés, de ces gens qui changent d'identité. Et je me suis rendu compte que, ils vivaient majoritairement dans 2 quartiers, à Osaka, à Tokyo, qui sont traditionnellement des quartiers d'auberge où on peut payer une chambre à la nuit, tout petit, réduit, pas cher, et où on vit grâce à des marchands de travail, évidemment en lien avec la mafia, qui proposent du travail journalier. Et puis dans la presse, pendant que j'y étais, évidemment, ça commençait à être le chantier de la reconstruction. Éclataient quelques scandales dont on a parlé aussi en France, d'entreprises sous-traitantes qui employaient des gens à la journée, qui n'étaient pas déclarés, qui étaient du coup très mal suivis sur le plan sanitaire et puis des radiations, là. Et je me suis aperçu que c'était les mêmes, c'était eux, en fait. Mon évaporé, il allait se retrouver dans une légion de gens qui, suite au tsunami, se retrouvaient sur les routes, démunis, et dont on allait exploiter la misère en les envoyant rebosser à Fukushima. Donc la tragédie du pays redonnait du sens à l'histoire, me permettait de creuser le sujet, et c'est quelque chose qui m'a rattrapé sur place. Mais moi, je ne suis pas japonais. Il y a un côté, nous on dirait superstitieux chez les Japonais. Je ne suis pas bien sûr que ce soit de la superstition. C'est difficile à définir leur rapport au religieux, à la superstition, etc. Ce qui est sûr, c'est que l'univers des esprits, ce qui est bon ou mauvais en fait, c'est très important pour eux, c'est quotidien. Au déjeuner, on mange un sandwich et puis on va faire brûler un bâtonnet d'encens dans le temple d'à côté, c'est normal. Et même à Tokyo, où il y a 35 millions d'habitants, il y a dans tous les quartiers un petit temple. Et, ça fait vraiment partie de leur vie. On ne va pas dans la forêt la nuit, parce que la forêt, la nuit, tout le monde sait que les renards sont des esprits, quoi, et qu'il ne faut pas y aller. Bon. Et en fait, quand ils disent ça, on ne sait pas trop s'ils y croient, parce que nous, immédiatement, on se pose la question, est-ce qu'ils y croient? Alors, en fait, c'est une question qui n'a pas grand sens. Pour eux, c'est juste un savoir, une tradition. Hein, c'est une pratique civilisationnelle, anthropologique, quoi. C'est leur façon de voir le monde. Donc ils ne vont pas dans la forêt la nuit. Et alors, les Johatsu portent malheur. Oui, c'est-à-dire, moi j'avais énormément de mal à obtenir des renseignements précis sur des cas de disparition. Mais en creusant, et
à force d'opiniâtreté, je me rendais compte que, en même temps, tout le monde, ou à peu près, avait quand même en tête l'histoire d'une vieille tante dont le mari était décédé en ayant des dettes de jeu et qui avait été obligé de disparaître, ouais, des choses comme ça. Mais tout le monde voulait se croire à l'abri en n'en parlant pas et en croyant, en l'éloignant. Voilà, un peu comme quelque chose de honteux, ou comme en France, dans une famille catholique, on ne parlerait pas du cousin qui s'est suicidé, quoi. Évidemment. Enfin, voilà, je pense que c'est du même ordre. Le départ avec Brotigan, c'est que j'avais très peur, me retrouvant là-bas, de ne pas rencontrer mon sujet. Voilà, j'étais parti. Bon, on peut toujours avoir des idées de roman, mais bon, comme c'était un long voyage, que je connaissais mal le Japon, en fait, j'étais pas absolument persuadé que ça allait marcher, que ça allait me parler, que j'allais comprendre des choses. Du reste, le premier mois, je comprenais à peu près rien, quoi. J'étais vraiment abasourdi par ce pays, cette culture qui m'était complètement étrangère. Et donc j'avais emporté avec moi Brotigan en me disant c'est un auteur que j'aime bien, enfin plus que ça en fait, que j'aime vraiment beaucoup et surtout que je pratique depuis longtemps. Et bon, il y avait des choses à la fois dans son œuvre, dans sa biographie, qui me faisaient penser qu'il y avait un lien avec le Japon. Alors j'avais emmené en me disant, ben voilà, si jamais tu n'y arrives pas à écrire ce roman, tu pourras le matin écrire sur Brotigan et le Japon, l'imaginaire japonais de Richard Brotigan, quelque chose comme ça. Donc voilà, et ça sera à la fois un exercice d'écriture et puis l'assurance quand même de remplir mon contrat, quoi, de travailler, puisque j'étais parti pour ça. Et puis c'est aussi une histoire sur place, c'est-à-dire que petit à petit, à force de le lire, de rentrer dans sa vision un peu décalée des choses, un peu à la fois solitaire et décalée, tendre, drôle, ce regard très particulier qu'il a. Il me semblait que j'étais dans la même position, que moi aussi, qui pouvait me servir de guide, quoi. Claudel, c'est l'érudit, Bouvier, c'est le voyage. Brotigan, lui, il en fait que de la fiction du Japon. Alors il y avait comme ça un aspect guide d'un grand romancier, d'un poète que j'admire, qui avait fait du Japon une fiction, qu'il avait intégré à son propre imaginaire. Voilà, donc assez vite, c'est devenu un guide. Quand je prenais le taxi, je repensais à un passage où il dit non, mais en fait ces gens sont comme à New York, ils ressemblent pas du tout à leurs photos. Et voilà, et ça me faisait rire. Donc j'arrêtais pas en fait d'avoir des bouts de poèmes ou de phrases de Brotigan qui rentraient en résonance avec ce que j'étais en train de vivre au Japon. Le fait de soi-même se sentir un peu décalé en fait, en tant qu'occidental, ne parlant pas la langue. Et donc d'être envoyé à cette espèce de solitude, etc., mais en même temps solitude éblouie, émerveillée, qui est un peu un des traits de son écriture. Les 3 premiers romans, qui forment effectivement une sorte de cycle, était l'occasion d'aller au bout de quelque chose, au bout d'une histoire, de l'épuiser et en quelque sorte de me fictionnaliser en l'écrivant. À l'horizon des 3 premiers, ce qu'il y a en fait, c'est la disparition du narrateur lui-même. Et c'est le 4e qui est... Voilà, enfin c'est le 4e non écrit. Et je crois qu'il y avait besoin de le tuer, ce narrateur, pour devenir écrivain, en quelque sorte. Dans mon esprit à moi, c'est un peu l'histoire de comment, en liquidant ma matière biographique, je suis devenu écrivain, en fait. Alors donc après c'est sans doute assez naturellement que je suis allé vers des sujets plus... Oui, peut-être avec une part plus grande d'histoire, et je pense aussi surtout vers de la fiction. Alors c'est vrai, il y a le 11 mars, dans le précédent, il y avait le 11 septembre en toile de fond, là, en tout cas c'est suite. Donc ça c'est de l'histoire, mais moi j'ai l'impression d'aller surtout vers la fiction. On retrouve des thèmes, hein, vous l'avez dit, la disparition,
le sentiment de manque, le deuil, l'intrusion de la tragédie, hein, de l'incompréhensible. On retrouve tout ça à une autre échelle. C'est vrai que mes personnages continuent d'être des gens un petit peu décalés. En tout cas dans le regard qu'ils portent sur les choses. Alors peut-être qu'ils sont plus sensibles effectivement à ce genre d'événements. Et en même temps, je me dis que c'est notre lot à tous en ce moment. Hein. C'est-à-dire, c'est vrai que ce qui se joue un peu dans le mondial, justement, c'est qu'on se retrouve sommé de vivre et de juger des événements qui, il n'y a pas si longtemps, ne nous auraient pas concernés du tout, en fait. Hein. Et que ça, c'est nouveau. Il y a quelque chose à essayer de comprendre là-dedans, sans doute. À propos de Ground Zero, Baudrillard, comme Derrida, à ce moment-là, il fait partie des gens qui disent attention, attention avec votre théorie du choc des civilisations. En fait, ce genre de catastrophe est un pur produit de notre civilisation technoscientifique. Voilà. Bon, je crois qu'ils ont raison, je crois que ça c'est indubitable, je crois que le XXe siècle c'est l'histoire du progrès de cette civilisation technoscientifique qui rationalise surtout la manière de tuer les gens. Quoi. Il y aura bientôt des livres sur les drones, et voilà, ça c'est la même chose, quoi, d'Auschwitz au drone. Et c'est le XXe siècle. Et donc ça, je pense que c'est vrai, mais voilà, c'était dans le contexte de cet attentat et de ce truc-là. Avec le tsunami, bon, c'est les conséquences qui sont où intervient l'humain, mais le fait que ça soit la nature, on n'est plus dans la même chose. D'ailleurs, c'est presque, j'allais dire, c'est presque rassurant que ce soit la nature. Oui, d'une certaine manière. Oui, ce qui rappelle l'homme à sa faiblesse est quand même toujours un petit peu rassurant, quoi, parce que ces rêves de grandeur sont souvent destructeurs. Quand même. C'est aussi la centrale, c'est aussi une politique de risque, laisser construire en bord de mer, etc. Tous les scandales qu'il y a eu à ce moment-là. Ouais. Je crois qu'on dit beaucoup de choses à travers la description d'un lieu. Ground Zero, c'était particulier, mais d'ailleurs Fukushima aussi, hein, c'est-à-dire ce sont des lieux de désastre, mais en même temps, ce qui est intéressant, là où ils ressemblent aux personnages en quelque sorte, c'est que c'est des lieux transitoires à chaque fois. C'est des lieux qui la veille au soir étaient calmes et tranquilles, et puis qui deviennent des lieux de désastre, et puis qui deviennent ensuite des lieux de reconstruction un peu compliqués, et puis qui finalement vont être autre chose. Ils vivent une métamorphose en quelque sorte, hein, donc comme les personnages qui sont amenés, évidemment, puisque dans un roman on leur fait vivre des aventures, à la fin il faut souhaiter qu'ils aient vécu une petite métamorphose aussi, je pense. C'est intéressant parce que moi j'avais pas vu par exemple ce dédoublement systématique, mais je trouve que c'est très vrai. Sans doute qu'il est dû aussi à un roman, là, Les Évaporés, qui se situe vraiment dans un entre-deux et avec, je pense, en partant comme tout le monde, j'avais lu L'âge de l'ombre de Tanizaki et tout ça, et en fait c'est frappant comme c'est vrai, c'est-à-dire c'est vraiment comme on le retrouve dans toute l'esthétique japonaise. Et je pense qu'il y a ça, il y a l'ombre, parce que c'est la même chose en fait, l'ombre, le double, le rêve, c'est-à-dire que des structures où finalement il y a un dédoublement possible parce que la vision est un peu troublée ou une frontière un peu floue entre le réel et l'irréel. C'est ça la fiction en fait. On est dans la fiction, c'est forcément un peu l'écran de fumée et le théâtre d'ombre, quoi. J'avais quand même au début cette idée de plonger casé dans une sorte de thriller, et puis le jeune garçon qui rencontre, lui, c'est plutôt
c'est plutôt le roman d'aventure, mais enfin tout ça est quand même allé dans le sens de, oui, de ce genre de machination et de scandale. On en parlait dans la presse à l'époque, hein, donc je me sentais tout à fait fondé déjà à ce moment-là à imaginer ce genre d'actes parfaitement cyniques. Les Japonais avaient été assez choqués par le comportement des hommes politiques, hein, notamment au niveau national, des gouvernants, en découvrant qu'ils étaient complètement corrompus. Ils étaient d'autant plus choqués que c'était la première fois qu'ils votaient pour ce parti depuis 20 ans et qu'ils espéraient que ce soit un peu différent, quoi. En fait, pendant la catastrophe, ce sont les pouvoirs locaux qui ont vraiment, avec courage, pris la responsabilité de dire aux gens d'évacuer, de gérer les refuges, etc. Mais s'ils avaient attendu les ordres du Premier ministre, je pense qu'ils y seraient encore, quoi. Eux, ce qui les avait choqués, c'était le tsunami. C'était les milliers de morts, c'était un paysage qui ressemblait au Bangladesh, alors qu'on pensait qu'on était la deuxième nation du monde. Et en revanche, le nucléaire, qui fait l'objet d'une très forte propagande depuis l'occupation américaine au lendemain de la guerre. C'est les Américains qui ont payé leur première centrale aux Japonais, hein, évidemment, pour les amener dans leur camp, pour faire une barrière sur le Pacifique. Le nucléaire qui fait l'objet de cette forte propagande, lui, n'est pas tellement remis en cause, à part bien sûr par les intellectuels, à commencer par le prix Nobel, Hoè, et puis des écrivains qui lui ont emboîté le pas, aussi des chanteurs, etc. Mais je suis allé à des meetings à Tokyo, là, où il y avait Kensapuro Hoè, et il y avait des retraités, il y avait quelques étudiants, et puis c'est tout. Et en fait, les gens qui travaillaient, c'était drôle, c'était dans un parc et dans une espèce d'arène, enfin comme un auditorium en plein air, à l'intérieur d'un parc. Et dehors, il y avait plein de gens en costume, plein d'hommes en costume. Je me suis dit, ils sont pas tous au RG, qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qu'ils font là? Et en fait, j'ai compris que c'était des employés du coin qui venaient écouter parce que le discours de Hoè était retransmis par des haut-parleurs, donc on l'entendait depuis l'extérieur, mais qui voulaient surtout pas rentrer dans les arènes, parce qu'il y a des journalistes, il y a des photos, si mon patron sait que je prends sur ma pause de déjeuner pour aller à la manif, je vais me faire virer, etc. Donc un mélange de tout ça, de pression, de propagande, mais aussi d'inconscience véritable des gens, quoi, qui s'en soucient pas tellement, hein. Par exemple, moi j'étais étonné, nous quand on pense nucléaire et Japon, on pense automatiquement Hiroshima. Et eux non, en fait. Sauf à Hiroshima évidemment, mais dès qu'on s'en éloigne un peu, quand on parle d'Hiroshima aux gens, même à des personnes un peu âgées, en fait, ce qu'ils en disent, c'est que ça a été la fin de la guerre. Et que c'était bien la fin de la guerre, parce que tout le monde était en train d'envoyer ses fils sans savoir piloter dans des avions kamikazes. Donc ils étaient très contents qu'on leur donne une occasion d'arrêter la guerre. Et nous, on est un peu surpris de ça. On se dit, mais comment, enfin, c'est pas possible. Mais c'est notre culpabilité qui parle. Eux l'ont pas tellement vécu comme ça. On trouve ça aussi dans les notes de Hiroshima, là, justement, où Hoè interviewe des médecins, etc. Et au bout d'un moment, des gens qui disent, mais vous savez, nous, les gens d'Hiroshima, on en a marre d'être traités comme des victimes et d'avoir 2 visites médicales par an tous les ans et de ne pas pouvoir déménager pour trouver un boulot ailleurs et tout ça. En fait, on voudrait juste vivre notre vie, parce que nous, on ne se vit pas comme des victimes, on se vit comme des survivants, précisément. Alors, il y a toute une série, dès qu'on parle du nucléaire, au Japon, il y a toute une série de malentendus et de choses qui émergent comme ça. Bon, il y a aussi les Yakuza. Voilà, alors derrière tout cet aspect capitaliste et tout ça, ce qui est intéressant au Japon, c'est qu'il y a des Yakuza qui sont extrêmement présents, quoi, de façon visible. Et donc, bon, ben ça, évidemment, c'est assez romanesque. C'est extrêmement fort, c'est extrêmement troublant, on est complètement désorienté, effectivement, on se retrouve complètement analphabète, hein. On est dans un supermarché. Non seulement on ne sait pas lire, donc voilà, on ne sait pas ce qui est marqué sur la bouteille, mais en fait, bon, on se dit il va y avoir un code couleur, une façon de représenter les choses qui fait que s'il y a une vache et que c'est en brique en carton, ça doit être du lait de vache. Bon, très bien, ok. Sauf qu'il y a du bleu, du marron, du jaune. Et chez nous, il y a du bleu, du rouge. Et on dit, c'est quoi le marron et le jaune?
Parce que où est le demi-écrémé, où est le lait entier? Bon, en fait, on s'aperçoit que même le code couleur, on n'y comprend rien. Alors on se dit, on va au rayon frais, mais les légumes, c'est pas les légumes, c'est pas les mêmes. Donc on achète des trucs qui ressemblent à des courgettes et qui ont un goût d'ananas ou de je ne sais quoi. Non, c'est complètement déroutant. Ouais, c'est complètement déroutant. Donc ça, on est obligé de le vivre. Puis après, il y a l'aspect civilisationnel. Et là, du coup, c'est pas seulement déroutant, ça devient complètement fascinant. C'est-à-dire, c'est pas seulement une autre culture, c'est une autre civilisation. Ces gens-là sont restés entre eux. Très souvent, ils ont été au contact d'autres cultures, ils ont exprès fermé les frontières. Les Portugais, tout ça, hop, à Osaka, on fait un port, on fait du commerce, mais voilà, ils vont pas plus loin. Il y a extrêmement peu d'immigration. C'est un pays, alors, avec les mauvais côtés, ça donne du nationalisme, etc., hein, évidemment. Mais c'est un pays dont du coup, la civilisation est extrêmement cohérente. Tous les Japonais savent qu'on doit s'asseoir de telle façon parce que ça correspond à telle ou telle tradition et qu'on doit boire le thé comme ci et comme ça et qu'on doit dire bonjour comme ci et comme ça. La langue est d'une complexité infinie, elle indique non seulement ce qu'on est en train de dire mais aussi le rapport entre les gens qui se parlent à ce moment-là qui est aussi bien un rapport sexuel que hiérarchique ou social, enfin c'est d'une complexité incroyable et c'est assez beau en fait, c'est assez fascinant parce que passer le premier moment d'angoisse où on comprend rien, bon, on rencontre des gens, etc. Et donc on se met à comprendre des choses. Et là, c'est comme si on était le capitaine Kirk découvrant une nouvelle planète, quoi. C'est-à-dire tous les jours, on a l'impression d'apprendre un nouvel aspect de cette civilisation, de progresser dans sa compréhension. C'est même assez grisant, hein, c'est difficile, en y vivant un peu, à mon avis, de ne pas tomber complètement amoureux de ce pays. Je ne suis pas spécialement un grand voyageur, moi, mais je pense que c'est un effet assez normal de l'éloignement. Hein. Lévi-Strauss décrit ça comme un effet collatéral du métier d'ethnologue, si c'était évident, quoi. Parce qu'il y a le déplacement du regard, on regarde les choses de manière différente. Un japonais ne regarde pas les choses de la même manière que nous. Donc, à force de le fréquenter, en essayant de le comprendre, eh ben, on finit par voir les choses un peu comme lui. Alors du coup, quand on revient chez soi, forcément, on ne voit plus les choses de la même manière. Donc ça, c'est très intéressant. De ce point de vue-là, d'ailleurs, je pense que c'est une bouffée d'oxygène incroyable pour un artiste, en fait, d'apprendre à regarder différemment. La même chose, la même fleur, d'y voir quelque chose de différent. C'est génial. On voit la France de très très loin, quoi. En fait, on voit la France d'autant plus loin qu'on croise assez peu de gens qui parlent français, qu'on se sent finalement assez proche des États-Unis. Moi, j'ai plus eu l'impression, alors c'est aussi parce que j'ai construit mon roman comme ça avec ce personnage qui arrive de Californie, mais j'ai plus eu l'impression d'arriver au Japon comme dans un extrême Occident. C'est-à-dire une Californie qui se serait détachée, qui aurait traversé le Pacifique et qui serait arrivée aux frontières de la Chine, quoi. Plutôt que comme un Extrême-Orient. Aussi parce que je ne connais pas la Chine, l'Inde, donc j'ai pas eu le sentiment de traverser tous ces pays-là. J'ai eu le sentiment de le faire dans l'autre sens, le voyage. Et en fait, on peut avoir ce sentiment parce que c'est aussi d'une extrême modernité, c'est aussi un mode de vie très américain, avec des championnat de baseball, par exemple, quelque chose de très suivi, etc. Enfin, on retrouve comme ça des choses qui font qu'on peut tout à fait l'aborder par les États-Unis. J'ai lu les rapports de l'agence de surveillance de l'énergie atomique américaine, etc. Parce que c'était pour avoir une description minute par minute de ce qui se passe, etc. Bon. Et donc j'avais besoin quand même d'un effort de documentation. J'avais besoin d'être sur place pour être dans cet imaginaire observable. Mais à partir du moment où j'ai su que mes personnages allaient terminer à Fukushima, la question s'est posée de savoir si j'allais y aller ou pas. Et il se trouve que deux des amis qui étaient là avec moi à Kujoyama, Géraldine Koziak et Fabien Giraud, pour des raisons différentes, y sont allés, en lien avec des artistes japonais, tout ça. Tout ce que le Japon comptait dans le monde de l'art pendant un an n'a travaillé que dans
le caritatif en faveur de la province du Sendai. Donc, de la province de Sendai qui s'appelle le Toko. Donc ils y sont allés en hiver, très tôt. Ils m'ont expliqué tout ce qu'ils avaient vu. Fabien avait été donc avec un artiste japonais, ils étaient logés dans des préfats d'ouvriers là, qui travaillaient à la reconstruction, enfin au déblaiement. Donc tout ça mis bout à bout me donnait une idée de la chose et bon, j'ai écrit. À un moment je me suis dit, ok, est-ce que j'y vais pour vérifier, au risque de tout casser, ou est-ce que je reste dans cette image fantasmée dont j'ai de bonnes raisons de penser qu'elle n'est pas si loin de la réalité, puisque témoignages, documentation, etc. Et donc j'ai décidé de ne pas y aller. On est à la fois dedans et à côté, c'est vrai. Ouais. Et on observe beaucoup. On lit énormément. J'ai cité la revue 21, mais ce qui m'a vraiment mis sur la voie de ces quartiers de relégation, c'est un ouvrage extrêmement documenté de Philippe Ponce, qui est l'envoyé du Monde à Tokyo, qui s'appelle Crime et misère au Japon, d'Edo à nos jours, donc du XVIIe siècle à aujourd'hui. Il y avait un chapitre là sur ce quartier de Sanya à Tokyo. C'est ça qui m'a mis sur la voie. J'ai eu le bonheur de le rencontrer, d'en discuter un peu avec lui. Donc voilà, donc on lit beaucoup d'enquêtes, beaucoup de travaux de journalistes ou de chercheurs. Et puis après, quand on sort dans la rue, on confronte ce savoir acquis fraîchement à l'observation. Voilà, et on observe énormément. Et j'avais la chance d'être à la Villa Kujiyama avec un groupe d'artistes très sympathiques et on s'entendait bien. Et donc on avait aussi souvent des discussions entre nous sur ce qu'on avait vu, ce qu'on avait remarqué, ce qui nous avait paru étrange, et tout ça finit par former une sorte d'imaginaire, quoi. Ça réveille le goût de l'étrangeté. Ça accentue en fait. Ouais. Quelque chose que vous faites de toute façon. Mais qui est resté toujours à la même place devient parfois trop familier. Voilà. Et là, ça réveille le goût pour l'inquiétante étrangeté de ce qui est familier, mais qu'en fait on pourrait regarder différemment. Brotigan, en tant qu'auteur, c'est le premier à se fictionnaliser. Parce qu'on peut penser qu'il met certains traits de lui ou des gens qu'il aime et qui l'entourent dans certains de ses personnages, parce que son dernier livre, Mémoire sauvée du vent, a l'air quand même de façon très troublante et poignante, largement autobiographique, mais qu'il n'a jamais voulu dire si oui ou non. Bon. Donc, j'ai envie de dire, c'est lui qui commence, quoi. En devenant cet écrivain, sans doute en mourant aussi, parce qu'en fait, ça se fait d'autant plus facilement qu'on ne peut plus aller vérifier. Il rentre dans la fiction, quoi. Il rentre du côté du monde de l'art. Bon, alors on peut aller récupérer ça. De fait, je prends des petits bouts de lui et de ses personnages, puisque j'en fais un détective, comme un privé à Babylone. Le personnage de Yukiko, il est dans Retombée de sombrero, effectivement, mais que lui-même a été marié à une japonaise qu'il a vécu là-bas, qu'on peut penser que le personnage de Yukiko, c'est peut-être une image de cette femme qu'il a terriblement aimée. Il y a une partie de la vie soi-disant réelle qui est aussi faite de rumeurs et de propos rapportés, de témoignages par des tiers, etc. Quand on lit les biographies de Brotigan, il y a très peu de témoins des derniers moments, évidemment, puisqu'on le retrouve au bout de 3 semaines, quand il se suicide. Et une des hypothèses qu'on rapporte, parmi ses amis des dernières années, là,
Une des hypothèses, c'est qu'il aurait recroisé à San Francisco son ex-femme japonaise, dont il était toujours éperdument amoureux, qu'elle ne l'aurait pas reconnu, que ça l'aurait renvoyé lui à la fois à un désamour très cruel, mais aussi à l'image d'une certaine déchéance, etc., et qu'il aurait décidé d'en finir, empruntant le revolver de son copain patron de restaurant. Là. Il rentre vers les États-Unis. Bon, de son côté à lui, l'histoire est relativement ouverte puisque il peut encore espérer la revoir finalement, Yukiko. Et à ce moment-là, je lui offre deux fins. Alors, ça, le lecteur ne le sait pas, hein, mais finalement, il y a une des deux qui est la fin réelle, ou supposée réelle, de Richard Brautigan, c'est-à-dire des années plus tard, il la croise, elle ne le reconnaît pas, il est terriblement malheureux, il se met une balle. Et puis je lui offre une fin rêvée. Une fin où il la recroise, elle l'appelle, enfin il la recroise pas, elle l'appelle du coup en revenant vers lui et elle se rend chez lui dès qu'elle arrive à San Francisco et ils se retrouvent. Je crois que là on est vraiment, oui je crois que la littérature sert à ça, hein, c'est-à-dire, moi personne ne le voit hein, en lisant le bouquin, mais moi j'étais tellement heureux d'offrir à un auteur que j'admire, dont j'admire aussi le tissage entre la vie et l'œuvre, de lui offrir une fin heureuse, en quelque sorte. Hein. C'est ce qu'il essaye de faire, lui, désespérément, dans son dernier ouvrage, dans Le Marcelet du vent, et ça commence par j'ignorais cet après-midi-là que la Terre allait se changer de nouveau en tombe, je voudrais que la balle réintègre le canon, etc. Et c'est une espèce d'entreprise désespérée pour que les choses se passent pas comme dans la vie, de manière inéluctable, pour pouvoir redresser la vie, quoi. J'ai un côté un peu instinctif, hein, c'est-à-dire j'en fais pas une théorie de ma manière d'écrire, mais non, j'aurais pas pu, je peux pas construire un roman avec des idées. Enfin, je veux dire, je peux pas me dire tiens ça c'est une bonne idée, on va prendre Brautigan et puis on va faire ci. En fait, j'y arriverai pas. Il était là. Ça va avec ce choix de la fiction. Hein. Une fois qu'on a fait ce choix-là, il faut se sentir extrêmement libre. Il n'y a pas d'autre manière de le prendre. Si on veut faire un truc sérieux, alors on va faire un essai philosophique où on va être journaliste, on va faire une enquête très poussée et du coup on va être obligé à la fin d'être nuancé parce que on va instruire à charge et à décharge. Le romancier ne se pose pas cette question, quoi. Il poursuit son sujet et donc si on a envie d'imaginer un shogun de l'ombre derrière la mafia qui manipule les politiques, ben on y va. Alors il y a un côté, c'est même amusant, c'est jubilatoire, il y a un côté, je sais pas, le grand méchant de science-fiction, quoi. Je crois qu'on l'a un peu délaissé, la fiction, et que c'est un grand tort, et qu'on l'a un peu délaissé sans doute pour plein de raisons, que les littérateurs d'il y a quelques dizaines d'années n'y sont pas tout à fait innocents dans cette histoire non plus, hein, qu'on croyait qu'on ne pouvait plus faire de fiction, que c'était fini parce que la fiction était vaine, que parallèlement à ça, les sciences humaines, elles, en devenant de plus en plus scientifiques, ont acquis une sorte de légitimité à parler du monde, à tenir un discours sur le monde, en même temps que la fiction, elle, perdait de son crédit à le faire. Et je crois que c'est faux. Enfin, je vis dans un monde qui est plein de symboles, d'imaginaire, de fiction, de fantasmes, et ça, la fiction le dit, tout ça. Et c'est le monde dans lequel on vit, mais on s'en rend plus compte. On fait semblant de vivre dans un monde rationnel, je crois. Et on a tort. Il faut redonner à la fiction un vrai pouvoir de raconter quelque chose sur nous, sur notre époque, sur notre rapport au monde, sur notre façon de comprendre le monde. C'est hyper important. Je crois, mais c'est ce que dit la philosophie d'aujourd'hui. J'ai les Deleuze, Derrida,
je disais un philosophe d'aujourd'hui, la Paul Audy, ils disent tout ça, que l'événement, c'est-à-dire cette espèce de surgissement de quelque chose d'imprévisible, qui pourtant a une efficace, l'événement, il a lieu en art, en fait. Il a lieu par cette espèce de réunion de l'art et de la vie. C'est ça le moment magique, quoi. C'est quand l'artiste est dans son morceau, ou dans sa peinture, ou dans son livre, et qu'on a réussi à coller, quoi. À coller la vie, pas sa vie à lui, pas ma vie de je vais acheter du pain, etc., mais la vie. Et c'est pour ça que c'est un geste moral aussi de faire de la fiction. Parce que justement, parce qu'on a cette grande liberté, parce qu'on peut jouer les montreurs d'ombre, etc., en fait, il faut absolument coller à la vie. Il faut qu'il y ait quelque chose de vrai là-dedans. Sinon, ça sera que de la fumée. Oui, je crois vraiment que l'événement, il a lieu en art. Cette question était surgie aussi au moment du 11 septembre, hein, puisqu'il y a eu des propos très controversés, même de Baudrillard, hein, qui pour provoquer un peu, comparer l'événement lui-même à une œuvre d'art. C'était évidemment pour nous faire entendre que c'est l'art qui fait l'événement, mais un art véritable, quoi, un art qui est dans la vie. Oui, à chaque fois j'arrive après, c'est la question à la fois la question de l'absence et de la trace. C'est-à-dire c'est une absence dans le paysage, mais c'est une absence qui est une trace en même temps de ce qu'il y avait avant et qu'il n'y a plus. Cette après-catastrophe, là, c'est le moment de la fiction, justement, c'est le moment littéraire, c'est le moment où se saisir des choses parce que, à travers leurs traces, quoi. C'est une question fondamentale, puisque le texte, c'est ça que fait le texte, c'est qu'il voile, enfin, il dévoile en le recouvrant de mots. Il dévoile un fait, une réalité en la recouvrant de mots. Donc il voile et il dévoile en même temps. Ce que fait toute littérature. Et donc effectivement, c'est ça la question. C'est jusqu'où on dévoile, jusqu'où on voile pour dévoiler, parce qu'il y a aussi des littératures parfois qui deviennent obscures ou incompréhensibles. Jusqu'où on dévoile. C'est toute la polémique de la princesse de Clèves au XVIIe siècle. Hein. Toute la polémique s'organise autour de mais pourquoi l'a-t-elle avoué à son mari? Les gens ne parlent pas de comment c'est écrit, tout ça, ils savent que c'est écrit impeccablement, tout va bien, il n'y a pas de... La polémique, c'est pourquoi l'a-t-elle dit à son mari? Elle n'a pas besoin de lui dire. Il n'y a rien qui le justifie, ça ne peut mener qu'à une catastrophe. Et ça fait scandale. C'est-à-dire, on peut remplir les armoires derrière avec tout ce qui a été écrit au XVIIe sur la princesse de Clèves, et ce scandale de l'aveu. Et la littérature, c'est ça, c'est l'aveu. En fait, toujours. Donc, c'est pour ça aussi que ça va toujours un peu vers le scandale, vers le dévoiler des choses et y aller, sans doute. C'est, oui, je crois que c'est la question qui est au cœur de mon travail, oui, de ma façon de m'interroger sur qu'est-ce que c'est qu'écrire au moment où j'écris, quoi. Même si je me la pose pas de façon extrêmement lucide, mais je pense qu'elle est toujours au cœur d'un travail d'écriture, quoi. Cette question de, effectivement, voiler, dévoiler, guérir, blesser,
inventer, recréer, se souvenir. Enfin, voilà, on est toujours avec cette matière-là, en fait. Et en plus, c'est en quelque sorte une espèce de spécificité littéraire. C'est-à-dire, les autres arts vont avoir d'autres. Je pense que la musique, c'est plus un rapport au temps. Je pense que les arts visuels vont plus développer un rapport avec la réalité, avec ou la phénoménologie, la perception. En littérature, le domaine, c'est vraiment à la fois l'imagination et puis la mémoire. Parce qu'en fait, pour imaginer, il faut se souvenir. C'est-à-dire, oui, on n'invente pas la forme, on se souvient d'une forme qui permet d'en composer une autre. C'est vrai qu'on est hanté par toute la tradition et en fait toute cette littérature qui nous précède et qui forme la culture dans laquelle fatalement on cherche à s'inscrire d'une manière ou d'une autre. Et oui, on est hanté. De fait, Brotigan, je crois qu'il est venu d'autant plus facilement qu'en fait il était déjà venu dans des textes précédents. Il était déjà venu comme un clin d'œil. Une serveuse qui essuie sur un comptoir une tâche imaginaire, par exemple. Bon, ça, en fait, c'est la rouquine de... Enfin, c'est la serveuse qui pense à la rouquine de Chicago dans Mémoire sauvée du vent. Hop, j'avais comme ça, hop, des petits clins d'œil. Moi, je savais que c'était Brotigan. Personne ne le savait à part moi, mais pour moi, c'était sûr. Il y a plein de choses... Quand on écrit, oui, on est vraiment hanté, c'est-à-dire il y a plein de choses. Parfois il y a un mot, on se dit, ah ça ce mot-là, ça me vient de là. On sait d'où il vient. En fait, il est dans le dictionnaire, il appartient à tout le monde. Mais moi j'ai pris celui de machin. Je crois que sans doute ça a de multiples raisons. Le fait que je sois peut-être quelqu'un de plutôt instinctif en art, le fait que j'aime pas trop les étiquettes, et en fait ça m'intéresse pas plus que ça. Et puis aussi cet amour de la liberté qui est le territoire de la création. Qui font que oui, je me sens pas plus que ça un écrivain français de ma génération. J'écris quoi, voilà. Et dans le fond, je sais pas ce que c'est un écrivain français. Que les étiquettes, elles sont dangereuses parce qu'en fait, si on a besoin de mettre français après romancier, c'est qu'on a envie de dire que c'est pas un romancier tout court. C'est un peu comme, je sais pas moi, la musique rock, la musique du monde. Musique du monde, quelle appellation étonnante. La littérature jeunesse. En fait, alors c'est quoi? C'est pas de la littérature? Si, alors appelons-le. Voilà. Donc le romancier français, non, c'est un romancier.